Allez bien, voici les titres du 19h50 de ce vendredi 4 novembre 2022. À la une ce soir, les aveux de Glencore, le géant pétrolier jure la main sur le cœur, avoir transféré des pots de vin aux fonctionnaires camerounais pour gagner des marchés à la Sonara et la SNH. L'entreprise pétrolière vient d'être condamnée. Poliovirus sauvage, le Cameroun toujours hors de portée, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. La campagne contre le type 2 a débuté ce matin. Nous irons sur les traces des agents vaccinateurs. L'an 40 du renouveau, suite et fin de la série. Arrêt majeur ce soir sur les grandes victoires camerounaises de ces 40 dernières années. Et sur les chemins du Qatar pour ce 15e numéro de Prélude, que peut faire l'Afrique au mondial? Regard rétrospectif de la participation du continent noir à la fête du football. Voilà pour les titres. Nouveau rebondissement dans l'affaire Glencore. Le géant de la négoce pétrolière a été condamné pour des faits de corruption au Cameroun. Verdict rendu le 3 novembre par la justice britannique. Selon le juge, c'est par un jet privé que l'argent a été transporté vers le Cameroun pour soudoyer des fonctionnaires locaux. Junior Ossin et Henri Tinard. Glencore, le géant de la négoce pétrolière, reconnaît devant le tribunal britannique avoir transporté de l'argent via un jet privé pour soudoyer des fonctionnaires au Cameroun. Cela devrait donc aujourd'hui lever cette chape de plomb qui pèse sur cette affaire et donner la possibilité à l'État du Cameroun de pouvoir ouvrir finalement, un procès. Condamné ce jeudi 3 novembre 2022. Par la Sunward Grand Court à Londres, Glencore, qui avait plaidé coupable en mai dernier pour corruption en Afrique, a fait savoir au juge via un de ses employés qu'un agent nigérian a également transporté de l'argent par jet privé au Cameroun, où un commerçant de Glencore l'a utilisé pour corrompre des fonctionnaires camerounais. Si vous prenez sur 10 ans les enveloppes que Glencore avoue avoir payées, ça se chiffre à beaucoup de milliards. Alors si vous considérez que cela ne représente que 10% de tout ce que Glencore a pu puiser, n'est-ce pas, sous le sol camerounais sans payer ce qu'il aurait dû payer, n'est-ce pas, dans les caisses, dans le trésor de l'État camerounais, vous pouvez avoir une idée des pertes que le Cameroun a subies, n'est-ce pas, ces 10 dernières années à cause de la corruption de Glencore. Sur sa page Facebook, le bâtonnier Akeremouna fait savoir qu'un juge londonien a déclaré que la corruption faisait partie de la culture de Glencore. Est-ce le cas au Cameroun? S'interroge l'avocat. Pour lui, seul l'avenir nous dira. Soulignons que Glencore vient d'être condamné à payer près de 208 milliards de francs CFA pour corruption dans certains pays africains. La sanction comprend une amende de près de 70 milliards de francs CFA, en plus de la confiscation. La princesse de Jordanie était l'hôte de la première dame hier au palais de l'Unité, jour qui marquait la fin de sa visite de travail en terre camerounaise. Visite au cours de laquelle Sarah Zeid, sous sa casquette de conseillère du programme alimentaire mondial, s'est rendue dans la région de l'extrême nord. Objectif, encourager l'autonomisation et la contribution des femmes et jeunes filles dans un contexte fragilisé par des crises humanitaires. Le récit de Leslie Poumetia sur les images d'Aminou Alioum. On va l'enchaîner avec le combat pour l'égalité des sexes, la sécurité alimentaire et sanitaire. C'est ce qui ressort de la visite de travail au Cameroun de la princesse Sarah Zeid de Jordanie. Nos objectifs sont l'accès à l'éducation, l'accès aux laboratoires scientifiques, aux études techniques et apporter les solutions sur la distance que les femmes parcourent pour trouver du bois pour la cuisson. C'est à l'extrême nord que la consultante du programme alimentaire mondial et son équipe ont posé leurs valises. Au cours de cette visite, un ensemble de plaidoiries est émis à l'endroit des pouvoirs publics et des populations
pour l'assistance des personnes en situation vulnérable. Je dois être reconnaissante envers le gouvernement camerounais pour leur générosité d'avoir accueilli les réfugiés du Nigeria. Venant de la Jordanie, je connais la difficulté d'accueillir les réfugiés dans un pays et l'impact que cela représente sur les ressources de la communauté. Sa visite s'est achevée par une audience au Palais de l'Unité. Elle a été reçue par la première dame Chantal Biya. Une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite est en cours depuis ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. Objectif, protéger les enfants contre le poliovirus sauvage sous sa forme dérivée de type 2. Et dans le littoral, c'est la ville de Douala qui a été choisie pour le lancement officiel. Mireille Flore des Fofotso et Marius Kosso. Des gouttes de vaccin pour mettre à l'abri ces enfants de la poliomyélite. Élève à l'école publique de New-Bel-Bamileke, cadre choisi pour le lancement officiel du 3e tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le littoral ce 4 novembre. Nous invitons donc, d'une part, les parents à présenter tous leurs enfants âgés de 0 à 5 ans aux équipes de vaccination. Et d'autre part, les leaders d'opinion et d'association, les groupes organisés, les médias, le personnel de santé, les familles et les volontaires à tout mettre en œuvre pour sensibiliser et mobiliser. Il n'y a aucune campagne de vaccination de trop. Parce que quand on vaccine et revaccine, c'est parce qu'on va atteindre un but bien précis. Il faut qu'on ait une immunité collective dans la population et surtout dans les tranches d'âge les plus vulnérables, de 0 à 5 ans, une immunité telle que toute la population puisse être protégée contre les nouvelles menaces. Ces 19 districts de santé qui sont concernés dans le littoral sur les 42 retenus dans 4 régions cibles que sont le littoral, l'Est, l'extrême nord et l'Ouest. Cette campagne vise non seulement à préserver les acquis, le pays reste jusqu'ici pays free de polio, et également renforcer l'immunité de ses enfants contre les sources circulantes, notamment le poliovirus de type 2. Une agence nationale de médicaments verra bientôt le jour au Cameroun. Annonce faite récemment par les pouvoirs publics. Le but est de combattre le phénomène de faux médicaments toujours en circulation dans des marchés et autres espaces de vente. Ce nouvel outil de répression est vu d'un mauvais œil par Albert Zé. L'économiste et en santé pense que le gouvernement passe une fois de plus à côté du vrai problème. Karel Mezatachoya, Samuel Ebakissé. L'Agence nationale du médicament naîtra au Cameroun dans un but précis. Booster la répression contre toute substance ou composition possédant des propriétés curatives ou préventives de qualité douteuse. Annonce faite par l'autorité gouvernementale en matière de santé. C'était le 2 novembre à Yaoundé. Le gouvernement de la République a entrepris de réformer tout le secteur pharmaceutique et de procéder aux investissements nécessaires en vue de garantir la qualité des produits entrant sur son territoire. Manaouda Malachi s'exprimait ainsi dans le cadre de la journée africaine de lutte contre les faux médicaments. L'outil supplémentaire de riposte en gestation, vu d'un mauvais œil par ce spécialiste en économie de la santé. À quoi ça va servir une structure si la structure est censée gérer les conséquences et non les causes? Il faut bien couper le problème à la source. Pour lui, il faut tuer le mal à la racine. Ça passe par une désinfection du circuit d'approvisionnement et de distribution du médicament dans le pays. Il faut dissoudre la section grand importateur dans le Centre national d'approvisionnement en médicaments, CNAMI. Ce n'est pas la seule entorse à surmonter. On réhabilite maintenant donc l'offre de médicaments formels. À partir de ce moment donc, on entre dans le 3e volet qui est celui de la sensibilisation. On va maintenant au dernier point. On met des impôts supplémentaires sur ceux qui veulent bien continuer à s'aventurer de façon informelle sur le marché, puisqu'on peut les identifier. Proposition à 4 échelles qui, de l'avis d'Albert Zé, permettra d'obtenir un pourcentage de contrôle important de ce phénomène, pas évident à éradiquer.
4 novembre 1982, 4 novembre 2002, il y a 40 ans, démissionnait Amadou Ahidjo, un départ qui a permis à Paul Biya, Premier ministre à l'époque, d'accéder au pouvoir 2 jours plus tard. Aujourd'hui encore, l'empreinte du premier président du Cameroun reste visible. Son legs, qui repose principalement sur des valeurs et des édifices, continue d'animer la fibre patriotique des Camerounais. Janice Kamga et Raoul Ngofo. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. 4 décennies se sont écoulées depuis l'annonce de sa démission à la radio nationale. Et pourtant, Amadou Ahidjo n'a pas sombré dans l'oubli. Quelqu'un qui a laissé un territoire sain, propre. Il a géré toutes les difficultés qu'il y a eu avec le Biafra. Il a géré. Il a laissé une prospérité économique avec une multitude d'entreprises d'État. La survivance de ce vaste héritage, le premier président du Cameroun le doit surtout aux valeurs qui ont été l'âme de ses 22 ans de magistère. C'était un républicain, un légaliste, un patriote. C'était même, je dirais, un nationaliste. C'était un homme d'État qui avait un grand sens de l'État et qu'il fallait construire le Cameroun. Un homme rigoureux qui allait sur le terrain. Mandataire d'un leadership visionnaire, Ahidjo pose la fondation du chantier Cameroun à travers un ensemble de projets de développement sous-tendus par les plans quinquennaux. Tout ce que le Cameroun a eu de beau, de grand, en termes d'entreprise, en termes de bâtisses, en termes d'infrastructures, cela a été fait pendant ces plans quinquennaux-là. À cela s'ajoutent des infrastructures, des reliques qui continuent d'apporter leur pierre à la construction de l'édifice renouveau. Le palais des Toudi, même s'il n'y a pas été, mais c'est lui qui a posé les jalons. Le palais en lui-même, où on peut quand même aller admirer des vestiges, un certain nombre de choses, et qui est géré, je crois, par le ministère de la Culture. Le palais de verre de Ngouekele. Et il y a le stade, effectivement, le stade Omnisport. De 1982 à 2022, si la constante reste la préservation de l'unité et l'intégrité nationale, l'opinion reste nostalgique de la rigueur du président Ahidjo dans la gestion de la chose publique. Et ouvrons le dernier épisode de la série sur les 40 ans du renouveau et de l'homme qui l'incarne. Épisode consacré à Paul Biya et les grandes dates. Et en sport, le placard du président de la République est chargé de trophées, de couronnements, de nombreuses victoires enregistrées sous son magistère. On voit cela avec Marc Chouamot. Et parmi les grandes victoires de Paul Biya, on compte celle sur l'affaire Bakassi, une victoire de la paix puisque sa décision de la justice évite une guerre entre le Cameroun et le Nigeria pour le contrôle de cette presqu'île. Lille Piedjou et Colin Stayo. Paul Biya, l'homme confiant. Cette confiance a permis au Cameroun de récupérer la péninsule de Bakassi presque sans effusion de sang après plus de 15 ans de conflit entre le Cameroun et le Nigeria. Au cœur de cette procédure inscrite au rôle de la Cour internationale de justice, la question « à qui appartient Bakassi ?» Une confiance aveugle de Paul Biya à la justice, au droit qui a permis d'éviter d'ôter la vie à de nombreux compatriotes et même de Nigérians qu'une guerre ouverte et permanente à peu près similaire aux tensions entre 1994 et 1996 n'aurait pas garanti. Après des années devant les juridictions et autres tractations politico-diplomatiques, sous le regard des témoins de poids, la France, l'Angleterre et autres Nations Unies et son secrétaire général de l'époque, le Cameroun remporte la bataille. Curieux, le pays de Paul Biya se refuse à tout triomphalisme, ce qui facilite l'invitation faite à Olusegun Obasanjo, ex-président nigérian, à retirer son armée. Par la persuasion, malgré une décision qui lui est favorable, Paul Biya use de patience et de confiance à la parole donnée jusqu'à ce 8 août 2008 à Calabar, jour de la cérémonie de rétrocession totale de Bakassi au Cameroun et du démarquage de toute la frontière commune entre les deux pays. Le drapeau vert, rouge et jaune peut désormais flotter sur cette presqu'île en remplacement de celui du Nigeria. Toujours sans triomphalisme côté camerounais.
Rappelons que la relocalisation des populations nigérianes sur le site s'est faite selon l'accord de Green Tree signé à New York sur les modalités de retrait et de transfert d'autorité dans la presqu'île de Bakassi. Aujourd'hui, l'un des défis des autorités camerounaises reste la protection, la sécurité et le bien-être des populations qui vivent encore dans des conditions difficiles. L'exploitation des ressources naturelles du sous-sol va certainement donner un coup d'accélérateur au développement et surtout à la décentralisation présentée comme un espoir pour cette localité située dans le sud-ouest du pays. Et à la veille de la célébration des 40 ans du renouveau de Paul Biya, nous avons rencontré un ancien collaborateur du chef de l'État, le sénateur Pierre Ngali Ngoa, nommé en 1988 secrétaire permanent à la présidence de la République chargé de l'an 2000. Aujourd'hui sénateur dans le Sud, nommé par le chef de l'État avec l'île Piédou, il revient sur quelques dates avec des souvenirs en posture d'invité de la semaine. Monsieur le sénateur, bonsoir et bienvenue sur Canal 2. Bonsoir à Canal 2. Je voudrais qu'on reste avec ce 4 novembre et ce 6 novembre-là, des missions, ensuite investiture. Comment c'est vécu à l'époque? Le 4 novembre, nous avons été surpris qu'ils le disent à l'ancien président qui démissionne, parce qu'il nous avait reçus à Neuilly. Il y a un bâtiment à Neuilly. Je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est devenu, mais ça appartient au Cameroun. Mais après sa démission, il y a eu ce vent d'espoir. C'était vraiment un signe d'espoir en se disant, nous allons actuellement prendre un autre chemin de la démocratie. Parce que nous avons vécu comme ce qu'on appelle les pays communistes d'Asie. Mais ici, pour la première fois, un président partait. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va continuer avec le même système? Partant de là, en 2002, vous avez vécu justement cette marche du SDF en 90. Vous avez vécu également la loi sur les libertés, justement en 90. Vous avez vécu les élections pluralistes. En étant à l'intérieur de la présidence de la République, comment on observe toutes ces différentes dates-là? Le fait d'être à la présidence ne vous empêche pas, une fois que vous sortez de là, d'avoir des idées un peu plus libres. Ce n'était pas mon cas, évidemment, de critiquer éventuellement l'UNC qui deviendra RDPC. Mais nous avons vécu ça. Les gens le savent pas, comme un vrai vent de liberté, même étant à l'intérieur de la présidence de la République. Ce n'était pas question pour nous. Et on se chahutait là, d'ailleurs, à l'intérieur du palais, pour savoir qui est SDF ou bien qui est RDPC. Et c'est d'ailleurs dans une de ces causeries un peu plus tard que le président Frundi m'expliquera qu'il est d'origine du centre, qu'il s'appelle Frundi, que ses parents sont allés au nord-ouest parce qu'ils avaient fui le chemin de fer. Vous qui connaissez le chef de l'État, est-ce que vous pensez qu'il comprend véritablement des cris au regard de la situation actuelle? Il a pensé que les remous post-démocratie, comme vous dites, venaient du fait que quand vous donnez un cadeau à un enfant, il en demande trop. Ils n'ont pas compris que nous avons vécu longtemps, depuis 1960, sous le régime d'un seul parti. Donc il a toujours considéré ça comme, peut-être pas une ingratitude, mais comme une incompréhension et qu'il fallait pour un autre pays aller plus lentement. Est-ce que beaucoup de Camerounais ne savent par exemple pas qu'un pays comme la France a été colonisé par l'Empire romain et que avant d'arriver à ce qu'il appelle il y a eu plusieurs révolutions, il y a eu des morts jusqu'au moment de Charlemagne qui lui décide carrément qu'il est roi alors que ni son père ni sa mère n'avaient été dans la royauté, il s'est mis une couronne. Il a donc estimé que c'est la vie normale d'un pays. Le pays est comme un enfant à qui on apprend à marcher, il commence à aller très vite. Et si vous avez remarqué, quand un enfant commence à marcher, il tombe plusieurs fois.
parce qu'il croit que il se rend compte qu'il est mieux qu'avant. Sénateur Pierre Galingua, ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme. On espère vous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir à tous. Et l'intégralité de cet entretien à suivre demain à partir de 11h. Et pour boucler la boucle de cette série que nous avons proposée tout au long de cette semaine, Canal 2 International vous propose un plateau spécial ce dimanche sur ses antennes. Et à suivre dans ce 19h50, le budget de la CEMAC pour le compte de l'exercice 2023 est chiffré à plus de 72 milliards de francs CFA, un budget en baisse de près de 3%. Comparativement à l'année dernière. Et nous irons à la rencontre du jeune Essa. Il entretient son quotidien grâce aux objets fouillés, dont les bacs. Et en sport, la date de 1934 reste pour la mémoire du football africain la première participation d'une équipe à la Coupe du Monde. L'Égypte, dès cette année, ouvre la voie à 12 pays du continent, comptés jusqu'à la dernière édition de 2018. Et dans l'actualité également, le budget de la CEMAC pour le compte de l'exercice 2023 est chiffré en ressources et en emplois à plus de 72 milliards de francs CFA. Il est en baisse de près de 3% comparativement à l'année dernière à cause de chocs multiples dans la zone. Difficultés présentées à la plénière des membres du Parlement de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, constitué en commission de chambre ce 4 novembre. Karel Mezatiatua et Serge Alain Zebo. Coup de marteau pour lever la séance plénière du Parlement de la Commission économique et monétaire d'Afrique centrale. Le bureau que préside Hilarion Eton vient d'adopter le budget de l'exercice 2023 de la CEMAC. 72 milliards 187 262 433 francs CFA arrêtés en ressources et en emplois. L'enveloppe, bien qu'étant en baisse de près de 3% par rapport à l'année dernière, sera injectée dans des projets de développement dans la zone. Objectif, booster l'économie fragilisée par des crises sanitaires et sécuritaires, endogènes et exogènes. Les ressources budgétaires affectées à la couverture des charges sont évaluées à la somme de 72 milliards 187 262 433 francs CFA. Évocation de quelques axes majeurs d'intervention, également à l'ordre du jour de cette séance plénière, constituée en commission de chambre entière, en application des dispositions de l'article 100 du règlement intérieur, l'état de la communauté, le renforcement du processus d'intégration s'impose. L'engagement ferme de tous pour renforcer la sécurité et la croissance dans nos pays face à des menaces. La rencontre en présentiel et virtuelle de ce 5 novembre intervient après la session du Conseil des ministres de la CEMAC la semaine dernière à Yaoundé. Et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat a reçu cet après-midi en audience le nouvel ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand. Achille Baselé-King III et le diplomate français ont échangé sur des sujets relatifs à la croissance et au développement, notamment sur l'économie numérique. Maria Mazou et Samuel Ebakissé. Un dialogue franc et un partage d'expériences fructueux entre le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Baselé-King III, et l'ambassadeur de France Thierry Marchand, reçu cet après-midi en audience. À huis clos, les deux hommes ont échangé sur l'accès au financement disponible dans le cadre de la coopération avec la France, ainsi que des partenariats entre les écosystèmes entrepreneuriaux des deux pays. On a pris acte avec le ministre d'organiser une réunion de travail bientôt, essayer de davantage travailler en collaboration entre l'équipe France que je représente à l'ambassade et puis les services du ministère ici, parce qu'il y a beaucoup de sujets en fait sur lesquels je pense qu'on peut apporter beaucoup plus. Cette visite du nouvel ambassadeur de la France s'inscrit non seulement dans le cadre des rapports étroits que les deux pays entretiennent, mais aussi et surtout permet d'établir le tout premier contact entre ces deux personnalités. Il me fallait reprendre contact avec lui, donc c'était pour moi ce premier rendez-vous qui visait de manière tout à fait classique en fait à venir me présenter. Le nouvel ambassadeur de la France promet de tenir les engagements pris par son prédécesseur, Christophe Guilou, en ce qui concerne la mise en place d'une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les petites et moyennes entreprises camerounaises et les investisseurs français.
Autre chose à présent, un projet agricole divise le village Awa dans l'arrondissement de Ngana, région de la Damawa. Il s'agit d'une concession provisoire sur le domaine national dans lequel l'entreprise porteuse de ce projet sollicite 2000 hectares, ce qui a créé une levée de bouclier d'une partie du village avec en tête l'autorité traditionnelle locale. Les acteurs et les arguments s'affrontent dans cette enquête d'Éric Nguélé. Papa Paul Biya, aidez-nous, on veut notre terre. Un Biya qui appelle un autre au secours. Ici, l'espace querellé au village Awa, dans l'arrondissement de Ngara. L'attribution en concession provisoire de 2000 hectares, sollicitée par la Soya Beans Processing Industry of Cameroon, sur cette dépendance du domaine national, divise la population. Awa va disparaître aussi. S'il n'y a pas là où travailler, là où cultiver, là où péter les animaux, l'exode rural. Les domiciles de nos aïeux, les tombes même renversées, ce qui est une profanation. Ils ont fait tout cela au mépris de tout le monde. Aucun élite n'a été informé. Sur le terrain, l'entreprise est active depuis 2014. Un peu plus de 1000 hectares ont déjà été exploités pour la culture du soja et du maïs. Certains villageois y ont trouvé leur compte et roulent pour le projet agricole. Cette société est venue ici. Il nous a fait cette route. Il a mis une tracteur à d'autres dispositions. Quelqu'un vient t'aider comme ça pour le développement de ton village, tu dis que tu ne veux pas. Même 3000 hectares, nous sommes d'accord. Celui qui fait les ensembles pour notre école, il paye la scolarité de nos enfants. Le chef de village que voici est contre la concession. Dossier hérité de son frère défunt, qui était pourtant favorable. Ils ont promis développer le village. Ils ont fait presque plus de 10 ans, je pense. Jusqu'ici, ils n'ont rien fait. L'objectif, c'est détruire ce que nous avions. Le camp d'en face dit que le chef joue contre le développement du village. Ce dossier est pendant au Premier ministère, qui a toutefois décidé de réduire les surfaces voulues de 2000 à 250 hectares, extensibles à 500, en attendant de voir clair sur les capacités financières de cette entreprise camerounaise. Et nous vous emmenons à présent à la rencontre de Issa, un jeune homme de 30 ans qui doit sa survie aux produits de fouilles quotidiennes qu'il effectue dans des bacs à ordures. Un exercice difficile et risqué qui cache la sombre réalité d'un parcours de réfugiés. Nos reporters Joël Diom 3 et Bertrand Tiassé l'ont suivi. Regardez. Une vie des chiens, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier le quotidien de Issa depuis qu'il a fui sa Centrafrique natale. Je suis arrivé au Cameroun depuis le 5 décembre 2014 par rapport à la guerre de Balaka et Seleka. J'avais fui la guerre parce qu'on a tué ma mère vraiment devant moi au marché. Face à l'horreur de l'assassinat de sa mère, le jeune homme trouve refuge au Cameroun et est hébergé par un compatriote qui décède quelque temps après. Affamé et à la rue, Issa fait la manche pendant quelques jours avant le déclic. Arrivé au lieu de Ligidjoa, j'ai vu comment les gens versaient les bouteilles au sol et vendent. Entre-temps, quand j'ai passé, j'ai vu les bouteilles aussi beaucoup quelque part. J'ai ramassé ça, j'ai amené à Ligidjoa. Ça m'a donné 800 francs. C'est ça qui m'a motivé jusqu'à aujourd'hui. Comme chaque matin, depuis un an, il quitte sa chambre du quartier Lonkak à Yaoundé, qu'il partage avec deux autres compatriotes, sans aucune protection, ni cache-nez, muni de son arsenal de travail, ce crochet et ce sac, direction la tournée des poubelles du quartier. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux même pas ramasser les choses à la poubelle. Mais nous, on sait le cœur pour le moment passé. Nous sommes obligés de les faire pour survivre. Le butin de cette collecte comprend 2 kg de fer pesés ici et quelques bouteilles exposées. Il y a les jours que je peux quand même avoir 1500, 1800, 1000 francs, donc ça dépend. Malgré le manque de moyens, Issa ne manque aucune occasion de rendre service à sa manière. Il a de très bons comportements. De temps à autre, quand on peut, on apporte un coup de main. Le vœu le plus cher de Issa, c'est terminer sa formation en mécanique, arrêter faute de moyens, gagner un peu d'argent et rentrer rejoindre sa petite sœur, la seule famille qui lui reste en Centrafrique.
Un mot en culture, après son titre à succès Chéri Coco, l'artiste Jackie Kingé revient avec un album, le 3e du genre pour le bonheur de ses fans. Entre amour, religion et injustice, Jackie Kingé partage ses valeurs avec son public. Junior Rossin et Marus Kosso. The Voice V3 est le titre de son 3e album. L'artiste Jackie Kingé utilise sa voix une fois encore pour faire connaître ses valeurs. Il y a 14 titres, donc où je parle de Bounia Bobé qui est un mauvais temps, mauvaise journée avec tout ce qu'on traverse aujourd'hui, les églises, nos frères à qui on rend service mais qui finissent toujours par se retourner contre nous, on ne sait pas pour quelle raison. Je dénonce aussi l'injustice. Face à la presse à Douala, en présence des ténors de la musique camerounaise comme DJ Yango, Jackie dévoile cet album qui est déjà à plus de 100 000 streamings sur Boomplay. Aujourd'hui, Jackie revient en force. Ça me fait énormément plaisir. Même quand vous avez plusieurs enfants, vous avez quand même un pincement et particularité avec un ou deux, on ne sait jamais. Vous avez tous vos enfants, mais pas au même niveau. La date du 11 novembre est calée. Un concert avec des places limitées est prévu pour savourer les 14 titres de ce 3e album, désormais disponible. Je suis là et j'ai envie d'entendre leur voix. Leurs voix vont beaucoup me motiver, donc j'ai besoin qu'ils se fassent entendre et ça commencera par le concert du 11. Arrivé au Cameroun depuis le week-end dernier, Jackie Kingé communie avec ses fans encore envoûtés. En sport, Coupe du Monde Qatar 2022, les Lions indomptables sont en stage depuis hier à Yaoundé. Les poulains de Rigobertson ont eu leur première séance d'entraînement en soirée au stade de Ngouaikele en préparation au match de revoir mercredi prochain contre la Jamaïque. C'était surtout l'occasion de dévoiler leur nouveau maillot estampillé One All Sport. Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. C'est la principale curiosité de cette séance d'entraînement des Lions indomptables au stade de Ngouaikele. Joueurs et entraîneurs font leur première apparition aux couleurs du nouvel équipementier One All Sport. Des maillots d'entraînement de différents designs pour le staff, les joueurs de champ et les gardiens de but. Pour ce premier rassemblement préparatoire au match du 9 novembre contre la Jamaïque, la tanière affiche complet. Les 26 locaux convoqués par Rigobertson répondent tous présents. Nous sommes à l'aise, il y a l'ambiance dans le groupe et je pense que nous allons continuer de travailler parce qu'on a un match très important à jouer mercredi. Une occasion pour chacun de ces jeunes joueurs de faire bonne impression afin d'avoir une place assurée pour le Qatar. Notre objectif, on doit mettre dans la tête d'abord c'est le verrou jaune. Je pense que le Qatar, oui, pourquoi pas, c'est le travail qui paye et je pense que là, ça revient aux sélectionneurs. Les internationaux Vincent Aboubakar, Léandre Tawamba et Davis Epassi participent également à la séance d'entraînement de ce 3 novembre. Alors que le maillot officiel One All Sport pour la Coupe du Monde sera présenté ce samedi à Douala, le tribunal judiciaire de Paris vient de remettre la balle au centre quant au litige opposant la FECAFOOT à l'équipementier Corps Sportif. La Cour ordonne le maintien des contrats existants entre les deux entités. Une décision contre laquelle la Fédération camerounaise de football a immédiatement fait appel. L'Égypte est la première nation africaine à participer à la Coupe du Monde de football en 1934. Depuis ce temps, seuls 12 pays africains ont déjà pris part à ce rendez-vous. En plus de 5 nations africaines qualifiées pour le Qatar 2022, le Nigeria, l'Algérie, l'Angola, le Togo, l'Afrique du Sud et l'ex-Zaïre, aujourd'hui RDC, complètent la liste des sélections africaines ayant déjà au moins une fois participé au mondial. Aucune sélection africaine n'a pu franchir les quarts de finale, mais a réalisé quelques victoires retentissantes. David Sandio. Et dans le plus du 19h50, DHL Global Forwarding, spécialisé en transport et logistique, aujourd'hui positionné parmi les meilleurs au monde, montre sa gratitude à sa clientèle. La cérémonie s'est déroulée à Douala le jeudi dernier. Regardez. C'est une soirée sobre et bien arrosée, teintée de B2B, entre les nombreux invités triés sur le volet et réunis dans cette somptueuse salle du K-Hotel à Douala par le top management de DHL Global Forwarding SA. Cet événement d'entreprise, premier du genre pour DHL Global Forwarding au Cameroun, vise à dire merci à sa clientèle.
DHL Global Forwarding a été créé au Cameroun le 1er septembre 2009. Et depuis ce temps, nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver autour d'une table, pareil, avec nos clients, afin de leur passer le message comme on a fait, afin surtout de leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Clément Blanc, le tout nouveau CEO Sub-Saharan Africa de DHL Global Forwarding, a eu l'occasion d'entrer en contact pour la première fois en présentiel avec ses clients premium au Cameroun. Une rencontre plutôt chaleureuse. Ce sont des clients qui nous soutiennent depuis plusieurs années déjà, pour la plupart. Nous avons établi une longue relation avec eux, surtout en plus pendant la période Covid qui n'a pas été facile pour tout le monde. On a toujours été là pour eux, ils ont été là pour nous. DHL Forwarding annonce plusieurs innovations dans le service dans les prochains jours. D'ailleurs, une solution digitale est déjà mise sur pied pour permettre aux clients de suivre de bout en bout les opérations de transit. On va annoncer plusieurs investissements au Cameroun qui vont apporter une nouvelle dimension aux offres logistiques sur le marché. Le mydhli.com, qui est un outil qui facilite la tâche au client. Il entre dans le système et il fait son booking et DHL n'a qu'à se lever et venir ramasser les colis et continuer son travail. Une soirée magnifique auréolée par des représentations culturelles camerounaises dévoilées ici par ce groupe de danse. Les invités ont passé un moment inoubliable. A very wonderful evening so far. We got to meet also some other colleagues, some other people of other companies that are in the same department like us and all of that, you know, supply chain, logistics and all of that. So it's been a very wonderful evening. DHL, c'est une entreprise avec laquelle nous travaillons depuis beaucoup d'années et nous croyons être satisfaits du service qu'ils nous rendent jusqu'à présent. DHL Global Forwarding est un groupe spécialisé en transport et logistique, aujourd'hui positionné parmi les meilleurs au monde. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Retrouvez ce week-end aux 20h Junior Ossin à la présentation. Moi, je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir et bon week-end.